Tov. Le sujet, comme je l'ai dit, qui m'interpellait aujourd'hui, c'est la question des conflits. La vraie, ça va être une série, Bezrat Hashem, là encore, de cours importants pour savoir comment est-ce qu'on explique d'abord le conflit, et puis comment est-ce qu'on apprend à le gérer, avec quels paramètres on apprend à le gérer, et c'est les deux choses essentielles. D'abord, qu'est-ce qui crée le conflit? Quelle est la base, n'est-ce pas, du conflit? Nous enseignent justement nos maîtres, quelque chose d'essentiel, mais qui est important à rappeler, c'est que quand on se marie, n'est-ce pas, certains ont l'habitude de dire se marier, c'est 1 demi plus 1 demi égale 1. Pour ma part, et selon les enseignements que j'ai reçus, mais je ne le pense pas. À savoir, ce n'est pas 1 demi plus 1 demi, mais 1 plus 1 égale 1. Mais c'est une identité à part entière. Et cette identité à part entière, elle implique qu'il y ait automatiquement eh bien, une différence, une distinction, n'est-ce pas, dans ces deux manières d'être Adam, l'une qui s'appelle homme, l'autre qui s'appelle femme, et automatiquement, eh bien, il y a une distance, il y a une distinction entre les deux. Maintenant, cette distinction, cette différence ne doit pas automatiquement se transformer en marloquette. C'est toujours coutume de rappeler que si on compare un jeune couple qui, justement, a saisi la valeur de son couple, eh bien, il ressemble à une pièce de monnaie. Mais sur les deux facettes de la pièce de monnaie, vous savez pertinemment que nous n'avons pas affaire au même motif. Le design n'est pas le même. Et pourtant, c'est la même pièce. N'est-ce pas? Donc, partant de ce postulat, quand il y a d'un côté ou une attente de l'autre, qui soit exactement, j'ai envie de dire, comme l'autre côté de la facette, ou qu'on a un problème à gérer ce désaccord, automatiquement, et qu'on n'arrive pas justement à un accord, à une situation, comment dirais-je, de cohérence, alors automatiquement, il y a ce qu'on appelle un marach agana. Il y a un bouclier qui se met en place, il y a une défense qui se met en place. Je vous passe évidemment que la problématique de l'ego, elle apparaît aussi à ce moment-là. Il ne faut surtout pas que je lui laisse croire qu'il ait raison. Ça, on a parlé sur la problématique de l'écoute. Le sens obvi, encore une fois, de la controverse, de la distorsion, vient de la distinction clairement qui existe entre les deux membres du couple. Et ça peut arriver sur des choses bénignes, sur des choses du quotidien, comme des choses plus complexes. Achat, il est certain que cette réalité-là, eh bien, elle va évidemment influencer sur le comportement, voire arriver à des tensions absolument terribles. Pourquoi? Pourquoi justement? Quels sont les éléments qui vont eh bien, engranger cette dispute, engranger ce conflit? Le premier point, le premier paramètre qui est fondamental, c'est ce qu'on appelle les trunot ishiot. On a chacun reçu une éducation avec un certain nombre de valeurs, avec des choses positives et des choses négatives. Quand nous avons un problème, parce que nous avons grandi dans une conception où, eh bien, quand le père, quand le mari parle, la femme se tait. Voilà, par exemple. Eh bien, dans cette réalité-là, il est évident que, surtout dans le monde moderne, ça ne peut pas exister. Ce n'est pas, je ne dis même pas, Birklal, que les khatrila, que dès le départ, il y a quelque chose aussi de problématique dans cette imposition, encore une fois, de l'être masculin qui va s'imposer à l'être féminin. Je n'entre même pas dans la problématique, Birklal, que c'est vrai que c'est un problème. Mais quand on voit une qualité qui est inscrite, encore une fois, en nous, et qui, justement, elle est tellement inscrite en nous qu'elle devient comme un automatisme. C'est évident que ce n'est pas l'homme qui va repasser ses chemises. C'est évident que c'est l'homme qui va pas sortir les poubelles. C'est évident que la femme, elle cuisine. Bien fait. Quand tout ça, c'est tellement évident, si c'est évident pour les deux cas de figure, c'est-à-dire pour les deux membres du couple, Metsuyan, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas évident, automatiquement, eh bien, cela va engranger une distorsion qui peut s'avérer, encore une fois, dramatique. Donc, il est évident qu'il faut savoir affronter ce problème. Deuxième paramètre qui n'est pas négligeable, c'est la notion de ce qu'on appelle Evdel Migdari. C'est-à-dire qu'effectivement, un homme ne réagit pas comme une femme. Et une femme ne réagit pas comme un homme. J'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises dans différentes familles à qui j'ai le privilège de discuter, il faut sortir du carcan de croire que le mari est un prophète. D'accord? Il y a une sorte comme ça d'intuition qu'on appelle intuition féminine
mais c'est évident, pourquoi tu n'as pas pensé à? Bien fait. Le pourquoi tu n'as pas pensé à, c'est la première phrase de la dispute qui s'approche, de la dispute qui avance. Parce que ce qui est évident pour une femme n'est pas forcément évident pour un homme. D'autre part, comme j'ai dit un petit peu, je l'ai dit un peu avant, mais c'est un point sur lequel, au-delà du cadre familial dans lequel on a évolué, et qui sont toujours un référentiel, j'ai souvent évoqué cette problématique-là, il y a des normes. Il y a des normes sociales, il y a des habitudes différentes. Là, chaque famille, encore une fois, dans l'environnement dans lequel eh bien, elle évolue, va engranger un certain nombre de paramètres, un certain nombre de phénomènes qui peut, encore une fois, eh bien, bouleverser le couple. Je vais donner un exemple très concret. C'est accepter, c'est mécoubal, que dans un certain nombre de milieux dits charedim, la femme, elle va travailler et le mari va étudier au collège. Et vraiment, il faudrait nuancer, j'exagère un peu, mais dans cette idée-là, eh bien, peut-être que la femme, elle a accepté cette idée, il n'y a aucun problème. Mais dans le cas où elle ne l'aurait pas accepté, alors elle n'a pas le choix. Parce qu'on appartient à une société qui véhicule, encore une fois, ce genre de normes. Et donc, automatiquement, quand la femme ou l'homme, de l'autre côté, eh bien, n'est pas en adhésion totale avec ces normes de la société, automatiquement, eh bien, cela va provoquer justement eh bien, ce conflit et ce dispute. Au-delà de cette norme sociale, il y a un quatrième point, c'est ce qu'on appelle les influences extérieures. On est confronté à des réalités tout au long de notre quotidien pendant la journée. Notre patron, notre copain avec qui j'ai la Chebouta, avec qui on étudie, n'importe quoi. Toutes ces réalités-là, encore une fois, vont influer sur le comportement de l'un comme de l'autre, et automatiquement, eh bien, cela peut engranger justement, eh bien, une dispute. Qu'est-ce qu'on appelle gourmet route? Ce n'est pas seulement la réaction d'une personne, comme j'ai dit, du patron, d'un copain à qui on est très proche. Non, c'est aussi tous ces épisodes de la vie auxquels on peut être confronté. La situation économique, évidemment, une maladie, on a mal aux dents, on a mal à la tête, évidemment, on ne va pas prendre les choses, on ne va pas appréhender eh bien, cette relation de couple de la même manière que si effectivement on n'avait pas de problème d'argent, on n'avait pas de problème avec le bébé ou je ne sais quoi d'autre. D'accord? Le cinquième point, Rabotai, il est Rebecca. Le cinquième point, Rabotai, c'est les attentes. Il y a un espoir, encore une fois, je ne vais pas être prophétie tout à l'heure, il y a un espoir qu'on s'est fixé, j'ai une aspiration à ce que ça se passe de cette manière-là, et quand ça ne se passe pas de cette manière-là, eh bien, ce qu'on appelle l'omemumashot, automatiquement, il n'y a pas d'accomplissement personnel, et ça crée aussi, encore une fois, une des zones, une des raisons, eh bien, de nombreux conflits qui existent dans la vie du couple, comme entre l'homme et soi-même. N'oubliez pas, on va rentrer dans le Korach dans pas longtemps. Il y a toujours cette idée que j'ai eu l'occasion souvent d'évoquer dans différents forums, dans différents endroits, sur le fait qu'on parle de la marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai, et à la marloquette de Korach et Adato. On n'a pas dit la marloquette de Korach et Moshe. C'est-à-dire que Korach, il est en discussion, il est en controverse, il est en conflit avec lui-même. Et on a aussi à faire, et ça nous permet de revenir au premier point que j'ai évoqué, que quand il y a des qualités personnelles, encore une fois, qui sont négligeables et qui n'ont pas été discutées, et une intelligence sensible qui n'a pas été appréciée à sa juste valeur, automatiquement, ça va créer un conflit. Et ce n'est pas forcément dû au rapport au conjoint, mais ça se transforme dans ce rapport au conjoint parce que, encore une fois, automatiquement, eh bien, il y a un problème entre l'homme et soi-même, entre la femme et soi-même. D'accord? Donc, c'est les 5 points qu'il faut encore une fois avoir en tête et sur lesquels il faut évidemment travailler en prenant avec patience, on va dire son malheur en patience, mais en prenant en considération que mon rapport mutuel, le rapport bilatéral entre un homme et son épouse va être dépendant, va être inhérent de ces facteurs-là. Et évidemment, c'est ce qui va amener à des phrases évidemment profondément terribles. Pourquoi tu n'as pas jeté la poubelle? Vous entendez dans la question pourquoi tu n'as pas jeté la poubelle une accusation, un doigt accusateur. Et automatiquement, la réponse de celui à qui on reproche, ou à celle à qui on reproche de ne pas avoir jeté la poubelle, elle va être sur la défensive. Ça, c'est de la part de celui qui reçoit la question.
Mais celui qui pose la question, il a aussi une problématique. Quelle est-elle? La déception. Pourquoi tu poses la question, pourquoi tu n'as pas jeté la poubelle? En réalité, je traduis ce qu'il est en train de dire, je suis déçu que tu n'y as pas pensé. Cette réalité-là, elle ne peut pas, encore une fois, amener ailleurs que vers l'attention, que vers justement eh bien, ce défi qui est lancé. Et parfois, évidemment, ça peut amener à, et c'est pour ça que c'est important de le savoir en tant que jeune couple, parce que parfois, ça peut amener justement, eh bien, à, dans les cas extrêmes, évidemment, d'abord à une détresse et ensuite au divorce. Je voudrais vous ramener, parce que je me sers d'un ouvrage que j'ai trouvé absolument exceptionnel, et je voudrais vous ramener un schéma que j'ai trouvé absolument exceptionnel. Il est là. Vous comprenez à tel point, il est ça, share screen, il est. Vous voyez l'écran? Non, ça c'est pas le que j'ai fait. Ça n'a rien à voir avec notre sujet, excusez-moi. Voilà. Parce qu'évidemment, on ne monte pas sur le rabat et que Dieu préserve. Bon, mais quand même, ça fait du bien. Donc, en attendant, vous avez ici le schéma que je suis en train de voir avec vous. Je vais juste monter un petit peu ça. Voilà. Les racines clairement, de l'explosion dans un couple. Ça commence, comme on a dit, par ces attentes qui n'ont pas été justement réalisées, qui n'ont pas été accomplies jusqu'au bout. Du coup, se crée une critique, ou une critique personnelle, ou une critique vis-à-vis de l'autre. Du coup, on arrive automatiquement à une déception. Cette déception amène à une détresse, le tiscoul, n'est-ce pas, qui automatiquement amène au kaas. Ça, pour ceux qui ont étudié un petit peu les enseignements du Rav Kook, eh bien, retrouve cette notion du kaas qui n'est pas la colère. C'est beaucoup plus que ça. Le kaas, justement, quand on dit que celui qui est koes, kilou vedavodazara, en réalité se cache derrière un sentiment de désespoir. Et si tu te désespères à l'égard de la réalité, ça veut dire que justement, eh bien, tu ne reconnais pas la place d'Akadosh Baruch Hu dans Ashrina Benehem, dans le projet, encore une fois, de ce couple. Donc, automatiquement, ça amène à une dispute, ça amène par la suite, justement, à un mashber, à une brisure, on ne se parle pas, ce qui n'est pas du tout la solution, et enfin, que Dieu préserve, au divorce. D'accord? Vous avez exactement ici le schéma. Et c'est très important d'être conscient, je répète, d'être conscient de la valeur de ce schéma quand on est un jeune couple. Pourquoi? Parce que plus les années elles passent, plus il y a une fatigue qui peut se mettre en place qui est inévitable et qu'on aura peut-être beaucoup plus de difficultés à supporter certaines choses qu'on a supportées quand on était plus jeune. Il y a à la fois quelque chose qui est géré par l'émotion quand on est jeune et qui est moins géré par la raison et qui peut être dangereux, et c'est ce qui fait malheureusement, c'est ce qui explique un certain nombre de divorces que Dieu préserve chez des jeunes couples, parce que justement, elle n'est pas gérée de manière cohérente et de manière concrète sur cette problématique-là, mais il s'est avéré, d'un point de vue au niveau des statistiques, que vous avez de plus en plus de couples qui divorcent une fois que les enfants sont grands et qui ont quitté la maison. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, il n'y a plus eu, hélas, ce qui a été effacé, presque les shrika, la shrika, qui a été effacée pendant des années sur le sens réel, encore une fois, de la vie de couple. Donc, avant d'avancer, pour qu'on soit bien clair là-dessus, vous avez deux influences, n'est-ce pas, sur le couple. Le premier, il est extérieur, on a dit, la tension au travail, les études, la grossesse. Quand on a justement, une femme, certains d'entre vous le savent et le sentent bien. Quand on a une femme qui est en plein milieu de la grossesse, qui commence sa grossesse, c'est pas toujours évident à gérer. Et je n'en parle pas comme un objet, évidemment. Mais simplement que cette réalité, encore une fois, ce changement, ce bouleversement, qui n'est pas qu'un bouleversement physiologique, une grossesse signifie aussi qu'il va y avoir un changement dans la manière de gérer le foyer. Donc, ce n'est pas que physiologique. Et tout cela, évidemment, peut être extérieur, comme je l'ai dit, mais peut être aussi intérieur, personnel, avec tous les paramètres et toutes les qualités qu'on a évoquées. Quelqu'un qui a un problème de concentration, par exemple, n'est-ce pas, ou quelqu'un qui est un perfectionniste, ne sera jamais satisfait.
Il faut faire attention à cela, d'être des éternels insatisfaits parce que c'est jamais justement à la hauteur de ce qu'on voudrait aspirer. Et quand on a, par exemple, ce rapport au repas, sous-entendu que, ah oui, mais ça pourrait être mieux. Vous vous rendez bien compte, évidemment, que c'est certainement pas la phrase à dire. Il n'y a jamais ça pourrait être mieux. Comme j'ai coutume de dire, c'est où ce que tu fais ma femme, c'est bon ou c'est très bon. Mais l'option de dire que c'est mauvais, ça veut dire qu'en réalité, vous êtes en train d'insinuer derrière ce mot que c'est pas bon ce que tu as fait à manger, tu es vraiment pas une bonne cuisinière. C'est ça que ça veut dire. Et de la même manière, ça je l'ai évoqué avec beaucoup de jeunes couples que j'ai préparés au mariage, de la même manière, quand on veut faire un compliment, parce qu'on est invité, on veut faire un compliment à la maîtresse de maison qui a fait ce repas, eh bien, on ne fait pas de compliment. Alors, je vais m'exprimer pour que ce soit bien, je vais m'expliquer pour que ce soit bien clair. Je vais expliciter mon propos. Je parle en tant qu'homme, je ne parle pas en tant que femme. On peut tout à fait dire au mari, justement, eh bien, Chazak, pour ce qu'a cuisiné ton épouse. Et pourquoi j'insiste sur cette formulation-là? Parce que l'objectif, encore une fois, Rabotai, l'objectif, quand on veut complimenter le repas qu'on a pris, c'est de renforcer les liens entre cette femme et son mari. Certainement pas pour renforcer les liens entre toi et cette femme. Et du coup, eh bien, négliger les liens que tu dois avoir, toi, avec ton épouse. Je pense qu'il faut être conscient de cela. Vous complimentez une femme, je ne parle même pas des choses qui relèvent de la tsniout. On ne va pas complimenter une femme sur la robe qu'elle porte ou sur le tissu qu'elle a. Ça, c'est pas chaud. Mais on veut complimenter une femme, il faut comprendre que ce qu'elle entend votre épouse derrière cela, même inconsciemment, c'est en train de dire en réalité qu'elle cuisine bien et que moi, je cuisine mal. Si vous voulez une référence toranique là-dessus, vous avez très bien, vous avez le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim qui insiste sur le fait que même quand on fait un compliment, eh bien, ça peut être considéré comme du Lachon Hara. Justement parce que ça implique, vous savez très bien, il y a une phrase qui me fait toujours rire, c'est je vois une liste d'élèves devant moi et que je dis, ah, toi, je t'adore. Vous comprenez que le toi, je t'adore, ça veut dire que les autres, vous pouvez les crever. D'accord? Et ça, c'est évidemment hors de propos. Et dans le rapport du couple, évidemment, c'est fondamental. Archab. Donc, quand on est chez la belle-mère, hein, on fait comment? On se tourne vers sa femme et on dit, vraiment, ta mère est exceptionnelle. Est-ce que vous avez compris la nuance? Parce que vis-à-vis de sa femme et vis-à-vis de sa mère à elle, ça pose beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins de conflits. Après, c'est à vous de gérer. Parce que si vous avez évidemment une femme qui a des rapports conflictuels avec sa mère, ne dites pas la phrase que je viens de vous dire maintenant. Ça va que agrémenter encore plus le truc. D'accord? Pour la petite blague, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous savez que celui qui invite oh, nos grand-mère, j'y arrive. Pour la petite blague, vous savez que celui qui invite sa belle-mère au Seder de Pessah, il est dispensé du Maroc. Vous savez, vous connaissez l'enseignement connu. Achab, pour nos grands-mères, encore une fois, nos grands-mères, elles sont exceptionnelles. Mais nos grands-mères à nous, j'ai envie de dire, ou les grands-mères de notre épouse, eh bien, nos grands-mères, c'est le bisou sur la joue et Shalom à l'Israël. Et ça arrange tout le monde. Et si la grand-mère ou l'arrière-grand-mère de votre épouse, elle veut vous prendre dans les bras, c'est pas dramatique. Ne vous inquiétez pas. Je ne dis pas qu'il faut absolument se porter volontaire, mais c'est pas grave. Il y a les grand-mères, c'est spécial. Et des choses comme ça qu'il faut savoir aussi, comme on dit en yiddish, il faut savoir être hanin. Il faut savoir être aussi, encore une fois, aiguillé avec sagesse. Et surtout, encore une fois, je mets en évidence le fait que le conflit qui va exister n'est jamais simplement un désaccord. Le conflit prend sa source, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Le conflit prend sa source dans quelque chose de beaucoup plus profond, prend sa source dans une réalité, encore une fois, eh bien, de relation. Il n'y a pas eu de pensée logique. Au moment où le conflit a explosé, on n'est plus en train de réfléchir. On n'est plus en train de penser, encore une fois, avec logique, de savoir. Quand j'ai parlé de la grossesse ou d'autres épisodes qui peuvent avoir lieu, il est évident que, d'un côté, il faut savoir qu'il y a un bouleversement hormonal, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut le dire. D'accord? De dire à une femme, ah, dis donc,
le bébé, il te bouleverse hormonalement. Ça, voilà. C'est la fameuse phrase qui dit dans le même genre, je dis ça, je dis rien. Bien fait, je dis ça, je dis rien, t'as dit quelque chose. D'accord? Et vous ajoutez le petit, je veux pas faire de la shonara, mais allez, on est parti. C'est exactement la problématique. Et au moment où la dispute, justement, eh bien, elle va apparaître, comme je dis, le conflit va apparaître dans toute son essence, il est évident qu'il n'y a aucune pensée réfléchie à ce moment-là, et donc, automatiquement, il n'y aura pas de réponse pour simplifier, pour solutionner le conflit, parce que la réponse qu'on va donner, encore une fois, eh bien, n'est pas à la hauteur, en l'occurrence, des attentes de notre épouse. Et je répète, toujours pareil, dans le sens inverse aussi. Donc, il faut aller puiser des forces, parce que, évidemment, j'ai oublié de vous parler de cela, mais ça me paraît évident, il y a le point supplémentaire qu'on appelle les vieux dossiers. Hein, là, on part déjà encore dans un niveau encore au-dessus. De manière générale, il faut essayer de puiser les forces en mettant l'ego vraiment, mais de côté totalement, pour essayer justement de ne pas avoir de réaction qui ne va pas être à la hauteur. Une réaction épidermique, une réaction émotionnelle, à ce moment-là, ne va pas éteindre le feu, ne va faire que allumer le feu encore plus. Comme a dit Johnny Hallyday, Sfuto Yagen Alenu. Aval, Gormim Elu, Icholim Liot, encore une fois, Chitsonim. On a montré que c'était des trucs Chitsonim. Donc, il faut penser avec logique, avec une vraie prise de conscience de ce qui se passe à ce moment-là. Il faut repérer la situation. Il faut établir réellement une analyse dans sa tête, sa situation, et réagir, pas au milieu d'une tempête sensible, sensorielle, comme j'ai dit, avec la colère, avec la détresse qui peut arriver, mais au contraire, encore une fois, de répondre de manière ponctuelle, claire. Pourquoi tu n'as pas jeté la poubelle? Tu as raison, je les jette tout de suite. Ne cherchez pas à essayer de résorber cette déception ou cette colère, mais Ken Youssef. Je voulais poser une question sur ce que vous avez dit juste avant. Pourquoi, dans le cas où une femme elle se trouve dans une grossesse, c'est pas forcément bien de lui. Je sais pas, si par exemple il y a un problème et qu'on veut dire que non, d'habitude ça se passe pas comme ça, mais dans ce cas-là, c'est parce que peut-être, voilà, il y a une autre difficulté. Alors, d'un côté, ça permet aussi de calmer un peu. Ça veut dire, on Et comprend l'inverse que aussi, c'est hein. pas. Bon, il y a aussi l'inverse. Il y a la réaction vis-à-vis d'une grossesse et vis-à-vis aussi d'une grossesse qui n'arrive pas. Dans les deux cas de figure. Ken. Ah, oui, non, je parlais dans le cas où, voilà, où ça, dans le Ken. cas de ça. Mais pourquoi? Parce que au final, après, ça permet aussi de traiter aussi le problème. Ça veut dire que si on sait qu'il y a une certaine difficulté, il y a quelque chose qui est pas ragile, alors à ce moment-là, on peut Très voir bien. qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Mais si on ne dit pas le problème aussi d'un autre côté, alors Oui, mais en différé. Tu as tout à fait raison, mais en différé. Le moment où il y a l'explosion justement de cette sensibilité à cause d'un problème hormonal, eh bien, tu ne gères pas le problème en direct. Il faut que les choses, encore une fois, se tassent un petit peu, se calment un petit peu, pour que justement il puisse y avoir une réaction un peu plus tard. Ça peut être dans l'heure, ça dépend encore une fois de la réaction de chacune et de chacun, mais encore une fois, prendre son temps. Comme j'ai dit, on réagit ponctuellement, immédiatement sur une tâche à faire, sur une tâche à accomplir, mais on n'essaye pas justement d'alléger le propos ou d'alléger eh bien, la discussion qui peut exister entre toi et ton épouse, parce qu'à ce moment-là, elle n'est pas forcément prête à écouter. J'avais soulevé, si vous vous rappelez ce qui était à ce cours, sur la difficulté à écouter. N'est-ce pas? Et la difficulté à écouter, elle implique aussi cette problématique, parce qu'on n'est pas libre, on n'est pas panouï nafshi pour écouter. Et donc, automatiquement, tu ne vas pas arranger la situation. Maintenant, à partir du moment où, quand justement, la situation s'est calmée, un temps soit peu, et qu'à ce moment-là, eh bien, vous aurez une discussion. Tu sais, j'étais très mal à l'aise tout à l'heure, il y a une heure, hier, avant-hier, parce que Aleph Bet Gimel. Viens, on essaye d'éviter cette problématique-là, et j'essaie de m'organiser en amont pour éviter qu'on en arrive à de tels retranchements. Et ça t'évitera aussi, dans le futur,
d'avoir une réaction ou d'entendre une réaction épidermique. Est-ce que ça l'évite totalement? Non. Mais en tous les cas, ça aiguille. Ça te permet d'avoir, encore une fois, plus de réflexion pour améliorer eh bien, ce lien qui vous relie tous les deux. Et je répète, avant de passer juste au point suivant sur justement être conscient de la différence, ça s'appelle migdarit, la différence entre un homme et une femme, je vous demande humblement si c'est possible que vous allumiez la caméra parce que je parle à que des écrans noirs, sauf Reuven Vaknin, Chibari et Yosef Assous. Alors c'est quand même plus agréable de parler avec des gens que de parler avec des murs, excusez-moi, surtout des murs noirs. J'ai aucun problème avec les noirs, mais bref, sans vous. Aval. Le fêté. Même pas noir, café au lait, noir. Bref, en tous les cas, le fêté. Oh, shalom marié. Marié canon, comment. Donc, comme je répète, quand on est dans une tempête, il faut bien entendre, et ça c'est souvent soulevé, et c'est fondamental de l'entendre. Quand vous entendez, eh bien, une tempête, comme je dis, une tempête de sensibilité, il faut bien entendre pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle veut dire. D'accord? Ça, c'est très important pour moi. C'est plus fréquent, à la vérité, dans la jante féminine que chez les hommes par rapport à ce point-là. Mais il peut y avoir une réaction profondément épidermique et pas forcément rattachée à une grossesse, mais il y a un stress. Et dans ce stress, eh bien, on dit tout et n'importe quoi. Excusez-moi l'expression que je vais utiliser maintenant. Mais même ça, aussi extrême, ça puisse paraître. Si votre épouse dit demain on va à la Rabbanout, pas de shalom, ça ne veut pas forcément dire qu'elle veut aller à la Rabbanout demain. Ça veut dire simplement qu'elle t'a piqué au vif pour que tu comprennes qu'il faille réagir, pour que tu comprennes qu'il faut y discuter. Il faut savoir l'entendre, cela. C'est le produit de la Metsuka, c'est le produit du Tiskoul, c'est le produit de la détresse, encore une fois, dans laquelle on est. Et qui fait qu'elle ressent depuis un certain nombre de temps qu'il n'y a pas de discussion entre vous. Et elle veut que tu le sentes, elle veut que tu comprennes pourquoi, effectivement, eh bien, il y a cette problématique-là. Il y a un scientifique qui est connu, que vous connaissez certainement, sur alors évidemment, il va falloir avoir de la sympathie, de l'empathie. On n'est pas forcément en train de traiter le problème au moment où il y a cette dispute, mais on est en train d'essayer, justement, eh bien, d'arrondir les angles, de graisser un petit peu cette réalité pour qu'on puisse en parler, justement, comment dirais-je, sereinement sur le conflit qui nous occupe. Il y a un psychologue qui est bien connu qui s'appelle le docteur John Gray. Vous le connaissez parce qu'il y a un livre qui est sorti depuis des années sur les hommes de Mars et les femmes de Vénus, je crois, ou je ne sais plus. Hein? Eh bien, il soulève cette idée que les femmes et les hommes ont des manières différentes d'affronter le conflit, de surmonter et d'appréhender un conflit. Lui estime, je vous soumets ce qu'il a dans les ouvrages que j'ai pu parcourir, lui soulève cette idée que les femmes vont réagir, encore une fois, sans faire attention, de manière inconsciente, en accusant le conjoint. Pourquoi tu n'as pas sorti la poubelle? Or, avec toi, c'est toujours la même chose. C'est une réaction immédiate, encore une fois, de sentiments accusateurs à l'égard en l'occurrence, à l'égard de l'homme. Donc, il faut le savoir. Parfois, les femmes, justement, sont même amenées à soupçonner leur mari sur des choses les plus élémentaires et les plus terribles, justement parce qu'elles lui font partager à travers cette critique ce sentiment de détresse dans lequel elles peuvent se trouver. Et donc, à ce moment-là, évidemment, il sera profondément difficile de converser, puisque tout le sujet de la conversation, tout le sujet de la sikha qui doit résorber ce problème entre un homme et une femme, s'installe d'abord sur un climat de confiance. Si la femme pointe un doigt accusateur sur son mari, donc elle n'a pas confiance en lui. Donc elle n'est pas, encore une fois, rattachée à lui à ce moment-là. Et donc, en réalité, toute sa manière d'aborder eh bien, le conflit et la problématique va être justement eh bien, dans un sentiment, comme je l'ai dit, un sentiment dépasse un sentiment qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas cohérent, et qui va, encore une fois, rechercher à travers ce doigt accusateur, eh bien, la sympathie, l'empathie de l'autre. D'accord? Et ça, c'est fondamental. Il faut être conscient que c'est ainsi, encore une fois, j'ai envie de dire, qu'a été forgé l'être femme comme on le connaît. À l'inverse, vous avez justement, quand les hommes, d'abord face à cette réaction ou non, poursuit le docteur Gray, quand les hommes sont dans une tempête spirituelle, dans une tempête sensible, quand ils sont
comment dire, explosion des sens, eh bien, automatiquement, ils vont réagir avec une position de jugement. Justement, la femme va accuser et la réaction qui va être immédiate chez l'homme, n'est plus d'essayer de comprendre ce que la femme, elle dit, mais automatiquement de la juger, voire de la condamner. Parce qu'encore une fois, nous sommes, et ça je l'ai souvent évoqué, l'homme est forgé de cette manière-là. Encore une fois, il y a toujours des exceptions et c'est vrai, mais de manière générale, l'élément masculin est forgé de cette manière-là. On part du point A pour arriver à un point B. Et donc, par conséquent, il n'y a pas forcément cette compréhension de ce que je vais appeler le subtexte. Il n'y a pas cette compréhension derrière ce que la femme va dire, de ce qu'elle veut nous dire. Et donc, automatiquement, le comportement, le ressenti, la meilleure défense, on veut dire, ça va être l'attaque et le jugement. Voire, en l'occurrence, de se refermer comme une huître, comme un escargot. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la mode, justement, de vouloir réagir à ce qu'elle dit. C'est pas « j'entends ce que tu dis, viens, on en parle un petit peu plus tard ». Non, je m'enferme dans moi-même. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il n'y a rien de plus dramatique quand un couple a le sentiment d'être deux choutafim qui habitent dans le même appartement. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un couple? On paye le loyer ensemble. Ce n'est pas possible. Justement, quand il y a justement ce conflit qui, à mes yeux, est beaucoup plus grave que la dispute, eh bien, automatiquement, il va falloir créer ce point de rencontre. Ce point, on va réussir à, avant de chercher une solution birchal concrète, mais de chercher une solution en pensée, en discutant ensemble, en parlant ensemble. Viens, on en parle plus tard. Avec, encore une fois, une réalité qui va vraiment penser en termes de causalité. Pourquoi elle s'est exprimée comme ça? Qu'est-ce qu'elle est son mal-être? Quel est son ressenti? Pourquoi est-ce qu'elle est absolument dans cette réalité-là? Pour chercher à trouver par la suite, eh bien, une appréhension concrète. Et je répète, la femme ne va pas forcément réagir de cette manière-là, parce qu'elle a besoin, il est fondamental, de sentir cette empathie. Ceux qui ont été, que j'ai eu le privilège de préparer au mariage, connaissent tous cette anecdote que j'ai testée à 15 000 fois quand votre épouse vous appelle pour vous dire « j'ai mal à la tête ». N'est-ce pas? Et j'ai coutume de répondre, j'ai coutume d'expliquer aux garçons, qu'est-ce que tu réponds? Et la majorité des maris, vous êtes aujourd'hui, ont répondu prends un acamol, va chez le docteur. Sauf que la femme, elle n'est pas moins intelligente que vous. Donc, elle n'a pas besoin que tu lui dises ça et c'est exactement quoi faire. Ce qu'elle demande, c'est une empathie. J'ai coutume de dire avec beaucoup d'humour et beaucoup de tendresse, la réponse qu'attend votre épouse quand vous dites j'ai mal à la tête, c'est pas prends un acamol, va chez le docteur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est oi, 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 ouah, ça fait mal, nous. Mais évidemment, de manière plus convaincante. Je peux me permettre de rigoler comme ça parce que ma femme, elle n'est pas à côté de moi. Mais sachez-le. Il y a cette idée, encore une fois, de la recherche de l'empathie. Donc, on va essayer, encore une fois, eh bien, d'établir clairement cette carte, encore une fois, j'ai envie de dire, d'un point de vue physiologique, qui va expliquer, encore une fois, ce conflit. Il y a, vous connaissez tous, évidemment, cet enseignement dans le Yerushalmi, dans Brachot, sur le fait que Keshem she'en partunim domeim zelazé, car en datan doma zelazé. Et ça revient à notre propos sur lequel nous avons commencé, sur le fait de dire que l'homme et la femme sont clairement deux êtres, encore une fois, distincts l'un de l'autre. Et il doit être compris comme cela, avec des réactions qui diffèrent l'un de l'autre. C'est un postulat de départ. C'est pas, mais comment tu réagis comme ça? C'est comme quand je dis en plaisantant à mon fils, mais tu es obligé de te comporter comme un adolescent? Ben oui, mais c'est un adolescent, donc il se comporte comme un adolescent. S'il ne faisait pas de bêtises, je serais inquiet. D'accord? Et l'expression qui est utilisée, juste parce qu'il est 10h30, je pense qu'on va juste terminer là-dessus, comme ça nous fait un. Je n'ai pas vu combien de temps on a fait le cours, mais comme ça ne finit pas trop tard. Et Bezrat Hashem, on poursuivra ce cheminement-là. Je voudrais juste attirer votre attention sur un mot qui a été décortiqué par ce psychologue que j'ai pu parcourir, c'est Ephrat. Pourquoi Ephrat? Parce que dans les lettres Ephrat, Aleph, Pei, Resh, Yud, Taf, il y a Eroi, c'est-à-dire qu'il y a déjà un événement qui s'est produit et qui va amener le conflit. 2, Pei, Parshanout, comment est-ce qu'on va interpréter, comprendre ce qui vient de nous arriver. 3, Regesh, c'est-à-dire qu'encore une fois,
cette interprétation, elle est soumise à des sentiments que je vais avoir au moment où je vais essayer d'interpréter. Et c'est à cela où il faut faire attention, parce que c'est justement très dangereux. Et enfin, du coup, taf, la dgouva, la réaction vis-à-vis justement, eh bien, de ce qui va amener cette dispute et comment la résorber. Vous comprenez que dans ce mot de Ephrat, ces lettres-là que nous sommes en train d'évoquer, eh ben, en réalité, la réaction va être fondamentale et doit être construite comme il se doit. Pourquoi? Parce que on n'est pas en train d'ignorer le conflit. Ce qui serait plus dramatique, c'est dire non, il ne s'est rien passé. Quand vous avez un enfant qui, à vous dire, qui est tombé de la chaise et il s'est fait mal, il a mal au genou, on ne dit pas c'est rien, il ne s'est rien passé. Non, il s'est passé quelque chose. L'enfant, il a mal. Donc on lui dit il a mal, je comprends que tu as mal, viens, on va essayer de voir comment est-ce que tu arrives à surmonter cela. Eh bien, dans le conflit physique, là, vous dites, le conflit nafshi qu'il peut avoir entre un homme et sa femme, eh bien, il doit avoir clairement une prise de conscience, justement, de ce qui vient nous arriver pour essayer de transformer, eh bien, ce conflit en quelque chose qui va être fructueux, qui va être justement, qui va amener à construire. Et vous savez pertinemment que justement, une mauvaise réaction à un conflit, une mauvaise compréhension de la raison du conflit et ce qui va amener justement à sa résultante, peuvent amener ou à la construction, ou au contraire, ou au binyan, ou au korban, ou à la destruction qui s'exprime évidemment par l'idée du divorce qu'à Dieu ne plaise. Donc c'est le point fondamental. Maintenant, il faudra que Bezrat Hashem, nous verrons s'il y a des questions avec les Chavod, mais je pense que voilà, la semaine prochaine, on verra justement comment est-ce qu'après ce conflit, comment est-ce qu'après justement ces raisons qui ont fait qu'il y a eu ce conflit, comment est-ce qu'on ouvre la conversation pour retrouver eh bien, cette cohérence justement entre les deux. S'il y a des questions, Bechavod. C'est clair, Abotai? Je n'ai pas regardé à l'heure on a commencé. Benjamin, je te fais toutes mes excuses. Il est 10h30, on va finir d'Afka maintenant. Je suis désolé, mais le cours, il a enregistré. Je suis désolé que ça. D'accord? Abotai, il n'y a pas de questions, c'est clair ce qu'on a dit? Je peux vous parler après, avec plaisir, Neshama. D'autres choses? Tiskou la mitzvot, Shavua תודה Tov, רבה, רב, שבוע Bezrat טוב. Hashem. Alors, essayez de Au voir revoir. par le WhatsApp si vous voulez faire la semaine prochaine ou pas le coup pour continuer sur cette série. Je vous embrasse. Au Tiou.